Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreya. Ouverture ce matin au Palais des Sports de Niamey des assises du 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya, le parti au pouvoir. L'ouverture de ces assises a enregistré l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, et plusieurs autres personnages du régime de la 7e République, les leaders des partis politiques alliés et amis. Ce congrès serait également mis à profit pour justement renouveler le comité central ainsi que le comité exécutif national du PNDS Taraya. D'autres précisions dans ce compte rendu. Le principal parti au pouvoir, le PNDS Taraya, à travers l'organisation de ce 8e congrès ordinaire, se conforme au texte de sa formation politique. Véritable force de démonstration, près de 4000 participants ont répondu à ce rendez-vous historique pour le parti. L'ouverture de ces assises a été une occasion pour le président par intérim du parti de dresser un bilan positif de la gestion du président de la République, Bazoum Mohamed. Les résultats déjà obtenus sont à la hauteur des engagements du programme annoncé. Nous aurons donc à réussir le difficile exercice de concilier ces légitimes aspirations au souci de recherche de l'efficacité d'action et de la cohésion. Cet exercice, nous l'avons réussi lors de la tenue des conseils fédéraux. Je parie que nous le réussirons ici également, aux grandes dames des charlatans, qui, depuis l'annonce de la tenue de ce congrès, n'ont eu de cesse d'imaginer des scénarios catastrophiques pour notre parti. Pour la première fois depuis 12 ans, le président sortant Issoufou Mahamadou annonce son retour avec un bilan satisfaisant de sa gestion à la tête du pays, selon lui, qui a par ailleurs lancé un message au présidium du parti. Chers camarades, vous m'avez manqué. Oui, vous m'avez manqué. Chers camarades, oui, je suis heureux d'être de retour parmi vous. Mission accomplie. Restons unis. C'est mon message. Écoutez-le bien. Restons unis. Restons toujours unis. Toujours et toujours unis. Les leaders de la MRN, de l'APR et les délégations extérieures ont réaffirmé leur solidarité aux côtés du président de la République et aux actions du gouvernement. Contrairement à certaines allégations des détracteurs et autres adversaires politiques, les partis membres de la MRN seront toujours debout pour hisser encore plus haut le flambeau de ce grand pays bâti par la sueur et le sang de nos ancêtres. En effet, depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Bazoum Mohamed le 2 avril 2021, la présidence par intérim du PNDS Taraya est assurée avec tout l'engagement qu'on lui connaît par M. Fumako Ibrahim. Et espoir, au vu de l'atmosphère qui a caractérisé le processus de renouvellement des bureaux exécutifs fédéraux, que vos assises se tiendront comme à l'accoutumée sous de bons auspices. Les pères m'ont chargé de vous exprimer très sincèrement nos remerciements pour votre invitation à vos travaux. L'ouverture de ces assises a été marquée par une série de motions de félicitations, d'encouragement et d'hommage au président de la République Mohamed Bazoum et à l'ancien président Issoufou Mahamadou. Ces assises, couplées au 32e anniversaire du PNDS Taraya, seront également une occasion pour le renouvellement du comité exécutif central et du comité exécutif national du PNDS Taraya. 4 produits développés à base de feuilles de moringa sont désormais mis sur le marché au profit des consommateurs nigériens et au-delà. Et c'est à faible revenu. La cérémonie de lancement de mise sur le marché de ces produits s'est déroulée ce matin au niveau du siège du RECA. L'initiative émane
de 2 siècles du Niger. D'autres détails avec Reina Moussa et Rabilam. Deux types de couscous, de la farine infantile et des feuilles de moringa précuits sont entre autres les 4 produits qui seront disponibles sur le marché et destinés aux consommateurs en vue de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages à faible revenu. Un programme qui rentre dans la mise en œuvre du plan d'action du partenariat entre le programme Tout Escole et les 2 entreprises agricoles Goroubi et Nassarawa. Donc cet événement est aussi l'occasion de partager les expériences de Touskel et de ses partenaires, notamment Goroubi et Nassarawa, dans le développement d'une chaîne de valeur moringa inclusive. Et je demeure convaincu que ces expériences vous seront utiles pour innover dans nos approches de développement et non seulement aussi améliorer les conditions de vie des acteurs de cette filière. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'atteinte d'une étape importante des chemins d'impact du partenariat et constitue le point de départ pour la mise à la disposition de nos populations cibles des produits transformés locaux à base de moringa sous la première marque locale Nakoa. Le coordinateur de Tout Escole n'a pas manqué de rappeler l'idée autour de laquelle s'est construit le partenariat entre les entreprises Goroubi et Nassarawa. Notre partenariat avec ces entreprises consiste essentiellement au rehaussement de la production et à la valorisation de la transformation des feuilles fraîches de moringa en produits nutritifs et accessibles aux consommateurs à faible revenu au Niger. Donc l'ambition de ce partenariat consiste à contribuer à l'augmentation des revenus des producteurs, des productrices de moringa et à contribuer dans une démarche inclusive à la création d'emplois et à la génération de revenus à la fois pour les PME, pour les petits exploitants agricoles, pour les agrégateurs, les transformateurs, en somme pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Au cours de cette cérémonie de lancement, une brève présentation de la marque et des produits développés a été faite au public. Autre aspect de cette édition, en marge de la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle DIFA 2023, le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT antenne du DIFA a saisi l'opportunité pour faire la promotion de ces produits sur place. Les responsables régionaux ont aussi invité la population nigérienne à s'intéresser davantage aux différentes prestations du CNUT. Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Faire découvrir ces produits et sensibiliser le public à travers la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle DIFA 2023. C'est l'objectif que s'est fixé le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT, qui a décidé d'accompagner cet événement sportif national. La motivation, en réalité, elle est historique. Depuis la création du CNUT en 1984, donc nous avons toujours accompagné cet événement que nous considérons comme le sport roi du Niger. Donc nous estimons qu'il est indispensable pour une structure comme le CNUT d'accompagner cet événement de long en large jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous continuons dans ce sens en vue de la meilleure réussite de cette activité. Mieux s'acquitter de ses missions, le CNUT s'est installé dans les ports de transit, le long des corridors et les postes frontaliers. Surtout, de s'investir davantage pour un service de qualité. Donc les missions du CNUT sont de plusieurs ordres. Néanmoins, je vais me contenter de vous citer quelques missions générales. Donc d'abord, on a une mission de représentation et de protection des intérêts des utilisateurs des transports publics. Donc ensuite, nous avons aussi l'obligation de rechercher, d'identifier et de trouver les moyens en vue de les mettre en œuvre pour faciliter l'efficacité et la célérité des transports publics, et de maîtriser les coûts et le délai de transport. Voilà, et c'est là sur tous les modes de transport. Nous avons aussi l'obligation
d'encadrer les importateurs et les exportateurs sur le transport public en vue d'une meilleure gestion de leurs affaires. Le CUNIT est un établissement public à caractère industriel et commercial dont sa vision est d'être plus proche des utilisateurs des transports publics au Niger. Le CUNIT est un outil au service du chargeur nigérien. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, sur le financement de l'ONG Oxfam, a organisé un atelier de partage à l'intention des acteurs œuvrant dans le domaine de la mobilisation des ressources financières communales. Les participants ont également salué l'initiative qui permet, selon eux, de trouver des solutions dans le but de relever les défis du moment. Retrouvons Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou depuis Difa. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes Agama, Adalchi, Matassa, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB sur le financement de l'ONG Oxfam a initié ce vendredi 23 décembre 2022 un atelier de partage du document de stratégie de mobilisation des ressources financières communales. En s'exprimant, le deuxième vice-président du conseil de ville de Maradi, Rabiou Kane, a salué l'initiative tout en mettant un accent particulier sur le choix porté de son entité pour abriter les travaux. Je formule encore ici toutes nos expressions de reconnaissance parce que c'est une dynamique qui vient soutenir la stratégie de notre gouvernement, effectivement, qui vient en appui aux collectivités territoriales. Le directeur des projets et programmes du ROTAB a exhorté les participants à porter une oreille attentive en vue d'atteindre les objectifs fixés. Nous sommes en train de les appuyer pour qu'il y ait une bonne mobilisation des ressources en vue de financer les secteurs sociaux de base. Principalement, nous avions un zoom sur l'éducation et la formation professionnelle. Quant au coordinateur régional du ROTAB, il a saisi l'occasion pour souligner les insuffisances de la mise en œuvre du projet. Selon lui, cela est dû à un déficit de communication. À ma qualité de coordinateur régional de ROTAB, de voir que 5 communes de notre région ont été prises en charge en matière de cet accompagnement, de cette expertise pour permettre aux communes de mobiliser encore plus de ressources, donc de mettre les citoyens de ces communes dans la possibilité de pouvoir profiter des services publics et des biens publics qui peuvent leur être octroyés. Les participants ont manifesté leur joie et ont promis d'en faire bon usage des expériences acquises de l'atelier. Alors, après cet atelier, nous, vraiment, on est à jour de ces recettes. D'où viennent ces recettes et d'où partent ces dépenses? On a coutume de penser que ce sont les seules taxes qu'il faille recouvrer. Mais alors, au sortir de cet atelier-là, on a découvert que vraiment, il y a une gamme de taxes et ressources qu'il faut mobiliser. Et les différents acteurs qu'il faut mettre ensemble pour faciliter cette mobilisation de ressources-là. À l'issue des assises, des propositions pertinentes et des recommandations sont attendues afin de réaliser la mise en œuvre du projet. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis sur Bonferré Télévision. C'est donc Actu sur le web. Présentation Chérifatou Parezo et Balima Bourema. Très bonne réception. Au revoir. Actu sur le web, c'est chaque mercredi avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir, cher Fatou. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 21 décembre 2022. Production risicole au Niger. Des bonnes perspectives pour cette année, nous apprend ANP.NE. La production risicole 2022 a été estimée à 149 626 tonnes,
près de 150 000 tonnes de riz paddy, a indiqué à l'ANP Mme Amina Abbas, directrice de la promotion des chaînes de valeur agricoles au ministère de l'Agriculture. Les rendements moyens obtenus sont de 2,5 tonnes par hectare sur les sites hors aménagés et près de 6 tonnes à l'hectare sur les aménagements hydro-agricoles, explique la spécialiste, selon qui l'année 2022 est aussi marquée par des inondations, surtout à Difa. Selon la directrice de la promotion de la chaîne de valeur au ministère de l'Agriculture, le premier maillon de la chaîne de valeur est la production de paddy. Le second maillon, a-t-elle fait savoir, est celui de la transformation constituée de 3 niveaux principaux: la transformation industrielle avec les usines de la Rénie, la transformation semi-industrielle avec quelques privés et la mini-réserie installée par les organisations socio-professionnelles agricoles et la transformation artisanale et décortiquage de riz avec des moulins villageois. Le dernier maillon de la chaîne de valeur du riz est la commercialisation qui comprend la vente en gros et la vente au détail. La commercialisation sera abordée sous 2 angles selon la responsable au ministère de l'Agriculture. Il s'agit de celle du riz paddy et du riz blanchi. La même source informe que compte tenu des coûts d'usinage particulièrement élevés, le riz est produit par ce circuit à un coût non compétitif par rapport au riz importé et doit donc être lourdement subventionné par l'État. De façon générale, la commercialisation du riz est largement dominée par les importations, ce qui ne favorise pas le développement de la filière locale, regrette l'officiel nigérien. Balima, nigerinter.com revient sur les propos du président ghanéen sur la présence des paramilitaires russes de Wagner au Burkina Faso. Aujourd'hui, des mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un accord pour aller de pair avec le Mali en envoyant des forces Wagner sur place, a déclaré le chef de l'État ghanéen lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant que se tenait le sommet États-Unis-Union africaine. Les militaires au pouvoir à Ouagadougou ont tout simplement convoqué l'ambassadeur du Ghana accrédité sur leur sol pour consultation, mais n'ont publié aucun communiqué sur le sujet. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassou Massoudou, a aussi donné de la voix sur la question. Il a affirmé que Wagner constitue une menace qui doit être portée au niveau de la CEDEAO, tout en précisant qu'à notre niveau, nous n'avons pas cette information, mais je pense que c'est une information vraisemblable. Le Burkina Faso est sur cette trajectoire, apparemment, d'après les informations que nous avons. Est-ce parce que les autorités burkinabées n'ont jamais caché leur intention de diversifier leurs partenaires pour combattre le terrorisme qu'en Afrique de l'Ouest, plus que les soupçons d'avoir signé des accords avec Wagner? Ou bien est-ce que ce voyage effectué tout récemment en Russie par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Killemène, qui provoque toutes ces inquiétudes, se demande le site nigerinter.com. C'est que sur le gouvernement burkinabé a délivré un permis d'exploitation d'or dans le sud du pays à une société russe, Nordgold, mais celle-ci est présente depuis plus de 10 ans au Burkina Faso, où elle exploite 2 mines déjà, conclut le site nigerinter.com. ActuNiger.com, lui, revient sur les relations entre Bazoum Mohamed et son prédécesseur. Dans les échanges qu'il a eus avec le chef de la section Hausa de la Voix de l'Amérique, Aliou Mustafa Sokoto, Mohamed Bazoum a fait tour des rôles de différentes questions sur la gestion depuis son arrivée à la magistrature du pays et aussi de ses relations avec son prédécesseur Issoufou Mamadou et de leurs fonctions politiques qui les a amenés à la tête du pays. S'agissant du rapport avec l'ancien président Issoufou Mamadou, le chef de l'État Mohamed Bazoum a laissé entendre que les relations avec son camarade politique de longue date Issoufou Mamadou sont au bon fixe et tout ce qui se raconte est l'œuvre des adversaires politiques. Nos adversaires sont tristes que nous n'avons pas de problème entre Issoufou Mamadou et moi. Cette annonce du chef de l'État est le deuxième du genre depuis qu'il a été porté à la magistrature suprême en avril 2021, après une première déclaration de ce genre sur les ondes de la section Hausa de la BBC. L'entretien avec la VOA de l'Amérique intervient également à quelques jours du 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya, le principal parti au pouvoir qui a élu
deux de ses anciens présidents, à savoir Issoufou Mahamadou et Mohamed Bazoum, à la tête du pays. Pour plusieurs observateurs, le congrès des 24 et 25 décembre prochains confirmera le président du parti par intérim, Fumoko Gado, actuel haut représentant du président de la République, qui semble avoir le soutien des comités exécutifs nationaux et de l'ensemble des 8 coordinations du pays. Malgré ce semblant de cohésion et d'unité autour de la candidature du président par intérim Fumoko Gado, des rumeurs font état d'une éventuelle division du parti qui risquerait d'être plus visible lors des assises du prochain congrès, conclut le site actuniger.com. Hors de chez nous, RFI.fr nous apprend que l'ONU lève les contraintes sur la livraison d'armes à la République démocratique du Congo. L'ONU a voté hier le renouvellement du mandat de sa force de maintien de la paix, la MONUSCO, pour un an. Plus surprenant, elle a amendé le régime de sanctions et levé l'obligation de notification des exportations du matériel militaire lorsqu'ils fournissent Kinshasa en armes. Depuis 2003, rappelle-t-on, toutes les livraisons d'armes à Kinshasa devraient être approuvées par l'ONU, puis à partir de 2008, les États fournissant de l'aide et du matériel militaire à la RDC devaient en informer au préalable au Conseil de sécurité. Une obligation du régime de sanctions. Problème avec la recrudescence de l'insécurité à l'est du pays, Kinshasa a besoin de renforcer ses moyens de défense. Or, cette procédure, en rendant les exportations confuses, obstrue ses capacités. En juin dernier, appuyée par la Chine, la Russie, les pays africains du Conseil et de la France, la RDC a demandé à amender le régime des sanctions qu'elle voit comme une ingérence. Mais cette demande avait été rejetée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui était un sujet technique est devenu un sujet politique à cause du contexte tendu, et cela a d'ailleurs contribué aux manifestations contre le personnel de l'ONU cet été. Cette semaine, la France a proposé de ne pas attendre le renouvellement du régime des sanctions en juin, d'autant que la Russie et la Chine ont brandi une possible abstention sur le renouvellement de la MONUSCO. Une bataille gagnée, une injustice réparée, a déclaré sur Twitter le porte-parole du gouvernement de RDC, Patrick Mouyaya. Une vraie victoire pour Kinshasa, en effet, même si elle a dû céder à un léger compromis, rédiger un rapport régulier décrivant ses besoins en armes et ses efforts de gestion du parc aussi, conclut le site RFI.fr. C'est tout pour ce mercredi. Merci Balima pour tous ces détails. Rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles informations. Bonne réception et bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision. C'est faire le choix de la sécurité, du confort et de la fiabilité. STM vous emmène partout au Niger et dans la sous-région dans ses bus climatisés et confortables avec son personnel à votre service. STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, amis sportifs, amis sportives, très ravi de vous retrouver sur la télévision Bonferré pour ce deuxième numéro de l'émission Coulisses du Sabre depuis le stade de la Concorde d'IFA de la 43e édition du Sabre national de la lutte traditionnelle. C'est également la première journée des combats.
Le reportage du jour nous conduit à la découverte du code de la lutte traditionnelle. A-t-il connu des changements? Vous aurez d'amples explications avec l'entraîneur national. Le code du sabre national n'a pas connu de modifications selon l'entraîneur national Manzo Mahmoudi qui a mis l'accent sur le fair play en vue de s'épanouir dans la cohésion. Changement pour cette 43e édition du sabre national, en ce qui concerne le règlement, je ne crois pas. C'est le même règlement de l'année dernière, c'est le même règlement que nous avons depuis qu'il a été modifié et adopté. C'est le même qui sera appliqué ici même à Difa. Les grandes lignes qu'on peut retenir, c'est d'abord la victoire. Quand est-ce qu'il y a victoire? Parce que c'est là le grand problème. Et tout à l'heure, avant de commencer, les arbitres, ils vont donner tous les cas de victoire, donc de chute. Donc, les uns et les autres vont voir, c'est juste un rappel. Parce que je suppose qu'au Niger, les Nigériens sont des experts en matière de lutte et qu'ils connaissent déjà ce règlement-là. La lutte traditionnelle, élément essentiel pour le patrimoine culturel, mais qui connaît au cours des combats entre les lutteurs plusieurs réclamations. Oui, les réclamations sont les bienvenues car elles permettent d'aider le corps arbitral. Si vous constatez que vous êtes lésé, vous portez réclamation. C'est le règlement qui le dit. Quand une équipe, quand un entraîneur voit que son lutteur est lésé, c'est tout à fait normal qu'il vienne poliment à la table technique et dit qu'il a une réclamation. Il va la formule, il paye les cautions réservées à ça et il y a un jury qui est là pour aller étudier cette réclamation-là. S'il a raison, on lui donne raison. S'il n'a pas raison, on lui donne tort et on continue. Ça, c'est le règlement. Dans tous les sports, il y a ces réserves et ces réclamations-là. Donc, nous sommes habitués à ça. Et que les gens soient patients. Les gens, ils ont des droits que le règlement leur a donnés et on doit leur donner la possibilité d'exploiter ce règlement-là. Ce n'est pas réclamer de trop. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte traditionnelle obéit à des règles qui constituent la loi du jeu. Et cela permettra aux acteurs du domaine de jouer un rôle important pour faire triompher le flambeau du sport roi du Niger. Ensuite, l'invité du jour est la société de transport voyageurs STM et les perspectives pour être plus proche de sa clientèle détaillent dans cette émission Coulisses du Sabre. Bonsoir. Veuillez vous présenter à nos spectateurs. Je me présente M. Mohamed Keta, Dipanga, chef d'agence STM DIFA. Quelle est la définition de la STM Ténéré? La définition de la STM Ténéré, STM ça veut dire Société Transport Moderne. La politique c'est de satisfaire les clients, remplir les conditions de leur travail, accompagner avec des envois. Par exemple, si quelqu'un fait des envois, ça vient à jour avec les messages qu'on envoie au client, qu'il reçoit à la destinataire ou l'expéditeur. Oui, maintenant, à chaque arrivée des clients aussi, il y a un message que le client doit avoir. Et vraiment, quand tu voyages à SM, tu voyages en toute sécurité et avec une garantie, avec la fiabilité vraiment de nos bus, bien climatisés, équipés de 2 télés, qui va permettre vraiment aux passagers de passer de longues distances sans honte à le savoir. Puis STM aujourd'hui, son objectif c'est en toute sécurité, c'est de satisfaire vraiment le client par toutes les conditions. STM aujourd'hui, le client est roi STM. Et on est là pour eux, vraiment pour les satisfaire du point de vue voyage, envoi, c'est ça la politique de la STM.
Partout au Niger et dans le reste du monde, les esprits sont tournés dans la région de Difa pour la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Quel appel à l'endroit des usagers de la route? L'appel que je lance aux usagers de la route, maintenant les gens, il y a des passagers qui sont venus dans le bus pour venir se présenter à la 43e édition de lutte pour le sabre national. Il y a des gens qui sont venus vraiment, on a eu pas mal de passagers, ils ont bien voyagé, mais il y a même des passagers qui ont fait des réservations pour le retour. Vraiment, ils sont très contents, ils ont vu STM Difa. Il y a ceux qui n'ont jamais vu Difa, ils sont venus, ils disent vraiment Difa, c'est bien, vraiment Difa, la ville est propre, et la gare, vraiment, ils ont apprécié. Il y a des gens qui ont pris le retour, et il y a des gens même qui m'appellent vraiment pour leur faire des réservations. On fait une relation par téléphone, on te révèle ton siège. Au moment où tu vas venir payer, on enlève le reçu, ton billet, on te donne avec le numéro du siège, avec la date que tu as fait pour le retour. Vraiment, les gens sont très contents et vraiment, je souhaite bonne chance à tous les retraités. L'actu du jour nous parle des résultats de la première journée des combats. Déjà, nous connaissons le premier lutteur qui a mordu le sable. Il s'agit du lutteur d'Agadez, Ayouba Hassan. Ayouba Hassan d'Agadez a été le premier lutteur à mordre le sable de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle d'IFA 2023. En 50 secondes, le lutteur de Dosso, Ali Seini, s'est imposé. Le quadruple champion Kadri Abdou alias Isaka de Dosso n'a pas tremblé face à Chebou Arji d'Agadez, terrassé en 3 minutes 11 secondes. Au finish, Dosso et Agadez se sont séparés comme des bons amis. Chacun s'en est sorti avec 5 lutteurs invaincus. Le second combat entre Niamey et Tillabéri a été plaisant malgré l'absence du roi des arènes 2020, Ousmane Hassan, 10 janvier. Il serait cité dans une affaire présumée de trafic de drogue. Niamey a reçu 6 lutteurs invaincus et 4 autres invaincus côté Tillabéri. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la non-réalisation des combats de l'après-midi. Et pour cause, l'accès a été catégoriquement interdit à la presse privée par les forces de défense et de sécurité. Motif avancé, les médias privés sont nombreux et cela crée un désagrément dans le métier de la sécurité. Les journalistes des médias privés ont vidé les lieux frustrés et déçus du traitement réservé à leur sort. C'est la fin de ce deuxième numéro de l'émission Coulisses du sabre. Également la fin de la première journée des combats. Et la deuxième journée s'annonce électrique. L'affiche est très alléchante. Tawa, Niamey, la matinée, le premier combat. Dosso, Zender. Et dans la soirée, Difa, Tillabéri suivra Agadez, Maradi. Merci de votre constante fidélité à la télévision Bonferré. À très bientôt. C'est faire le choix de la sécurité, du confort et de la fiabilité. STM vous emmène partout au Niger et dans la sous-région dans ses bus climatisés et confortables avec son personnel à votre service. STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.